ravie de faire partie de cette table ronde et encore plus peut-être ravie de suivre cet exposé d'un de nos collègues italiens sur une question qui d'ailleurs va être attachée un peu à la mienne, mais vue d'un autre point de vue. Disons que on va dire, une forme de désespoir que je sens derrière cet exposé, que je comprends très bien, qui est tout à fait partagé par les Français aussi majoritairement. Ce que je vais essayer de faire, c'est de voir est-ce que les communs pourraient être le dernier espoir qu'on pourrait comment dirais-je, insuffler dans nos démocraties. Est-ce que c'est la dernière voie, on disait la troisième voie, est-ce que c'est la dernière voie pour essayer d'introduire, sinon de la démocratie, mais du moins de la participation, du partage? Et je vais vous parler de cette crise du Covid-19. Elle n'est pas finie. De toute façon, est-ce que c'est, comme disait Agamben, est-ce qu'on n'est pas en état de crise permanent? Elle n'est pas finie. C'est pour ça que vous verrez, j'ai essayé de vraiment orienter mon intervention sur le sujet. J'ai pris le Covid-19 comme une sorte d'étude de cas pour les différents concepts qu'on essaie que j'ai déjà entendus depuis hier, mais aussi qu'on essaie de mettre en œuvre dans toutes nos appréhensions du commun. Alors, donc, disons que voyez mon intervention un peu comme une sorte de matériaux ces matériaux doivent être d'ailleurs analysés beaucoup plus, à mon avis, ça peut faire vraiment l'objet de beaucoup d'études après, je sais pas, l'urgence, mais ça touche beaucoup des questions que nous nous posons actuellement d'une façon générale, pas seulement du point de vue de la crise sanitaire, hein. Alors, le plan que je vais suivre, que je vais essayer de suivre, est le suivant. Je rappelle les 3 dispositifs État-marché commun, comment je les entends et comment je compte en parler à l'occasion de cette étude de cas. Je verrai après l'État dans la pandémie, le fonctionnement institutionnel, les comités et la notion de démocratie sanitaire que j'ai vu poindre de temps en temps, mais vraiment personne n'en a reparlé. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Et puis, j'introduirai quelques résultats d'une recherche européenne sur les crises que nous avons menée par rapport à Trustnet. J'ai retrouvé les résultats qu'on avait trouvés et en fait, ces résultats-là, je m'aperçois que c'était il y a 15 ans, mais en fait, on peut dire que à la suite d'une analyse même superficielle de la crise sanitaire, on pourrait en faire exactement les mêmes conclusions. Ensuite, je verrai l'émergence de la philosophie des communs. Là, c'est le côté un peu positif que j'essaie d'introduire. Et puis, une analyse très brève de la façon dont les communs se sont à un moment donné imposés dans le débat, difficilement, mais peut-être de plus en plus à cause de justement la question de la propriété qui est posée par les brevets, une question qui vraiment nous revient vraiment dans la figure. Et puis, donc ensuite, je verrai comment, effectivement, cette notion de commun, en fait, recouvre actuellement ce qu'on appelle la logique du partage et de l'ouvert dans différentes communautés. On peut dire que c'est pour ouvrir et partager que des communautés numériques se sont créées de plus en plus. Et je pense que ça donne peut-être sinon un espoir, parce qu'il faudrait voir comment elles vont être éventuellement captées ou détournées. Mais en tout cas, je crois encore à ce dernier combat et je vous en parlerai pour terminer. Voilà. Donc, rappel des 3 dispositifs. Alors, c'est vrai que quand on a proposé cette dynamique entre ces 3 dispositifs, les dispositifs sont des dispositifs qu'on va réduire à la notion de coordination collective et éventuellement qu'on avait donc vu du point de vue, comme disait Sylvain, d'un point de vue dyadique ou triadique, l'État face au marché ou l'État et le marché face au commun. Et ce qui nous intéressait, c'était les interactions, pas seulement de définir un monde idéal où finalement des communs purs pourraient éventuellement être créés dans des sociétés utopiques, mais éventuellement est-ce que cette idée de commun n'a pas pénétré, ne pénètre pas de plus en plus le dispositif de coordination qu'est l'État et surtout le marché. Alors, c'est un peu cette dynamique-là qu'on voulait voir et aussi comment, comme il s'agit de dynamique, aussi en termes d'évolution. Est-ce qu'on va de plus en plus vers les communs ou pas? Alors, c'est pour ça que je me suis intéressée au Covid comme étude de cas, comme je vous le disais, et il me semble que la santé se trouve à l'intersection de ces 3 dispositifs.
je vais le montrer après. Et la crise en a pointé les limites de la coordination, enfin, et a suscité de revoir nos modèles anciens et à inventer, pardon, une faute, du nouveau de côté des communs. Alors, d'abord, je verrai donc l'étude de cas Covid très brièvement. La santé publique, d'abord, je dirais, c'est un domaine réservé de l'État, donc on est bien dans notre sujet. Les produits et services de santé dont on a entendu parler, les hôpitaux, et puis les médicaments, les traitements, etc., c'est un secteur économique florissant. Comme vous le savez, c'est le secteur économique des big pharma dont on vient d'entendre parler depuis 15 jours. Au-delà même de l'urgence sanitaire, on entend parler beaucoup du fonctionnement des big pharma et comment on peut éventuellement se faire beaucoup d'argent en lançant des produits sur le marché. C'est absolument assez fabuleux ce qu'on vient de vivre avec les vaccins. Et puis les communs, alors elle définit comme la création d'un pool de ressources gouverné par des commoners. Et nous, on avait trouvé, notamment dans cette étude de Trusted, qu'au fond, une des conditions d'émergence en cas de crise, puisqu'on avait étudié un certain nombre de crises en Europe, et les conditions d'émergence de commun, de début de commun, en fait, c'était souvent des phénomènes de défection de l'État. Hein. Voilà. Alors, la santé est une compétence de l'État. Moi, comme bonne juriste, je vais rechercher dans les textes, éventuellement, parce que les textes disent des choses très précises. Et à mon avis, on peut toujours partir de là. Les textes juridiques sont très précis sur un certain nombre de nos concepts. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé? Alors, le droit fondamental à la protection de la santé, c'est pas seulement la santé en général. Ce droit à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tout moyen disponible au bénéfice de toute personne. Voilà la base de la compétence de l'État sur cette question de la santé. Alors maintenant sont énumérés les différents acteurs de ce domaine, professionnels, établissements, les assurances maladies, tous les organismes de soins, les autorités sanitaires contribuent. Et alors là, c'est très intéressant avec les usagers. Et là, c'est là que je pense qu'on a souvent oublié que les usagers sont un des acteurs fondamentaux de ce droit à la santé et à développer la prévention, garantir l'égal accès. Alors, on définit les différents éléments de ce droit à la santé. C'est l'accès de chaque personne et l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et le droit à une continuité des soins, ça rejoint la notion de service public très clairement, la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Voilà ce à quoi doit s'engager l'État dans la protection de la santé. Alors, oui, là, j'ai vu passer, on est dans une autre optique, mais l'État, on a eu un certain nombre de décisions de l'État, et notamment celle-ci qui est quand même assez étonnante. C'est l'État comme solidaire de la crise, mais utilisant d'autres moyens pour essayer de montrer sa solidarité. Et là, ça a été un texte qui est sorti en France c'est une ordonnance d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens à la discussion précédente. Effectivement, c'est une ordonnance, ce qui n'est pas du Parlement, donc qui vient directement de l'exécutif, qui a dit bon, ben c'est très simple, on va reporter au 10 juillet la fin de la trêve pour les expulsions et l'interdiction de couper l'électricité ou le gaz. Alors vous voyez que l'État soigne sa communication. Alors ici, donc, bon, vous voyez, c'est une cellule de crise, comme on dit. Alors, je vais essayer de voir le fonctionnement des institutions durant la pandémie et en donnant des éléments factuels, si je puis dire. L'état d'urgence sanitaire, parce qu'en fait, on n'est plus dans la sécurité sanitaire ou je sais pas quoi, on est déjà dans l'urgence, on ne parle plus que d'urgence sanitaire. Alors, elle a été donc créée par la loi du 23 mars 2020 et elle a été déclarée pour 2 mois, jusqu'au 23 mai. Il fallait l'autorisation du Parlement pour continuer. Et le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, a été saisi à la suite de cette loi de plusieurs recours et il a censuré certaines des dispositions de cette loi. Alors, en effet, il a demandé notamment à ce il a réduit la prolongation, pas beaucoup, mais jusqu'au 10 juillet. Et non, avant le 11 mai. Alors, attendez, on va voir la suite et on va voir maintenant, si vous voulez, les différents comités qui ont été créés. Et alors là, c'est vrai qu'on a vu une floraison de comités conseils intervenir autour de l'exécutif
pour gérer cette crise sanitaire. Alors, le Parlement, bien sûr, agissait, le Conseil constitutionnel, comme je vous l'ai dit, est intervenu plusieurs fois, mais ce qui me paraît assez fondamental, c'est l'explosion de ces comités depuis le début du traitement par l'État de cette crise. Alors d'abord, il y a eu un conseil scientifique Covid-19 qui a été donc créé et il doit aborder les questions de maintien des infrastructures. Enfin bon, je ne vais pas vous détailler tout, mais il doit étudier les moyens de tempérer les conséquences psychologiques de cette pandémie, on l'avait oublié. Et alors, ce conseil scientifique on a beaucoup entendu parler dans les journaux quotidiens médiatiques. Et il est doublé en fait d'un comité d'analyse, de recherche et d'expertise et qui a été présidé par le professeur Delfraissy, alors qui est composé de 10 autres experts. Alors, allons-y pour les autres comités. Alors, le rôle du conseil scientifique, maintenant, il se réunit quand même quotidiennement afin d'analyser l'évolution de la situation. Sa réflexion est multidisciplinaire, nous dit-on. Les sources de son travail sont les modélisations mathématiques, les connaissances médicales, donc vous voyez, c'est interdisciplinaire. Il peut aussi solliciter des personnalités extérieures. Alors, ces propositions sont stratégiques et pragmatiques, il n'est pas en vérité, donc ce n'est pas la vérité scientifique, c'est des propositions face à des questions plutôt d'ordre de la stratégie. Il doit apporter une aide à la décision publique en fonction des données scientifiques. Et il rend donc des avis. Et ça, c'est important, parce que ces avis peuvent très bien ne pas être suivis. Alors, notamment, l'avis le plus important, c'est qu'il avait donné un avis négatif sur notamment la tenue des élections municipales, et son avis n'a pas été suivi. Alors, ce conseil scientifique, il est intéressant parce qu'il a assez vite introduit l'idée qu'il se sentait un peu seul et qu'il aurait voulu une vision citoyenne beaucoup plus présente dans la gestion de la crise. Alors, la vision citoyenne, évidemment, quand on voit tout ce qu'on nous a asséné depuis 8 mois, c'est pas exactement la vision, effectivement, qui a été prédominante. On a plutôt vécu des communications plutôt angoissantes, perpétuant des peurs, perpétuant des culpabilités, plus que de nous considérer comme des citoyens vraiment impliqués dans cette crise. Alors, d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que ce conseil scientifique a très vite demandé, suite à cette demande de cette vision citoyenne, a demandé que soit créé un comité de liaison citoyenne. Et voilà, je reviendrai sur le comité de liaison citoyenne. Et entre-temps, on a entendu parler d'un nouvel acteur qui était impliqué dans les consultations, c'est le conseil de défense. Et alors, ce conseil de défense, les gens étaient un peu étonnés, les Français étonnés de voir que ce conseil était absolument sous secret défense, c'est-à-dire qu'on n'avait ni l'ordre du jour, ni les conclusions, et il n'avait pas été vraiment annoncé. Mais en fait, ce conseil de défense existe, il est prévu par l'article 15 de la Constitution, et il avait été, en fait, depuis le début de la pandémie, il s'était réuni à peu près 40 fois, donc c'était pas nouveau. Mais quand même, c'est un conseil de défense qui fonctionne vraiment hors caméra, si je puis dire. Bon. Et alors, peu à peu, face à vous voyez, ces 3 ou 4 conseils, comités qui se sont mis en place, on voit la montée des critiques. De plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer la gestion de l'urgence, et autour de ce conseil scientifique dont je vous ai parlé, et du conseil de défense. Et ils appellent notamment le conseil scientifique à une plus large consultation des instances d'expertise existantes, parce qu'il en existe déjà, et à une plus grande participation des mouvements divers représentatifs de la société civile et du monde associatif. Mais il n'y a pas eu vraiment de proposition claire. Il y a seulement eu la création d'un comité de contrôle et de liaison qui est chargé par des outils réguliers, mais donc il n'est pas vraiment permanent. C'est lui, par exemple, qui a discuté des outils numériques, donc Stop Covid, etc. Il est chargé de vérifier les garanties entourant le secret médical, la protection des données personnelles. Alors, aussi, clairement, dans le texte, il est chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation, etc. Et donc, institué par une loi du 11 mai 2020, il a prolongé aussi, cette même loi a prolongé l'état d'urgence sanitaire. Enfin voilà, on voit les ferments, enfin les idées quand même de
tout d'un coup, il existe quand même une société civile dans nos institutions et il faudrait peut-être y faire appel. Alors, vous voyez, ce conseil, alors, déjà, on voit que ce sont des représentants de conseils existants, hein, donc, bon, enfin, il y en existe un certain nombre. Voilà la composition donc de ce comité de contrôle et de liaison citoyen. Et puis, alors, les controverses les plus fortes qui ont germé sur le comité scientifique, il y en a effectivement trois. L'absence de base légale a été pointée, en fait. Absence d'évaluation par les pairs, procédure de nomination, la validation de la procédure de nomination. Et un certain nombre de gens ont dit, mais il existe déjà une agence nationale de santé publique, une haute autorité, etc. Pourquoi elle n'était pas suffisante pour éventuellement donner les avis qu'on demande et la mission que doit remplir le comité scientifique. Alors, ce qui est des plus graves, c'est les soupçons de conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique qui ont été pointés. Théoriquement, l'objectif de ce comité était d'être totalement indépendant, mais plusieurs médecins parmi ses membres se sont vus verser personnellement plus de 250 000 euros de 2014 à 2019 par différents laboratoires pharmaceutiques, etc. Alors, bon, la dernière phrase, je l'ai laissée. Il y a, paraît-il, deux experts propres dans cette affaire, et c'est notamment le bien connu Didier Raoult qui n'aurait pas du tout perçu de rémunération. Enfin, ça, c'est un détail. Et donc, l'avis sur le maintien des élections municipales, donc, visiblement, cet avis n'a pas été suivi. Donc, quel est son rôle exact? Bien sûr, c'est un avis, il n'est pas obligatoire, mais quand même, ça pose quand même un problème. Et on voit bien que cette idée d'élection et le fait qu'elle se soit passée n'est pas vraiment passée dans l'ensemble de la société, comme c'est encore quelque chose qui est discuté. Enfin, je veux dire, parce que vraiment personne n'a vraiment, il n'y a pas eu de débat sur cette affaire-là. Alors, le grand manquement, c'est donc pas d'implication de la société civile. Et le président du conseil scientifique, je vous l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, il a demandé à ce que la société soit associée à la crise sanitaire. Et il n'a pas hésité à dire que pour qu'il n'y ait pas de critique d'une gestion autoritaire et déconnectée de la vie des gens. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, parce que je rappelle les recommandations pour renforcer l'inclusion et la participation de la société, puisqu'il est question de ça. Alors, en gros, on disait qu'il y avait trois possibilités pour favoriser la participation de la société à la décision politique. C'était les consultations. Là, on voit que c'est assez bien marché. Il y a eu beaucoup de conseils qui ont même été créés, etc. La deuxième façon, c'est représenter la société civile. C'est une façon de faire cette fameuse démocratie inclusive, donc une représentation plus institutionnalisée du monde social. Bon, ça encore, on pourrait critiquer, mais enfin, en gros, cette idée est restée quand même dans les choix institutionnels. Le troisième élément me paraît en revanche avoir complètement disparu des écrans, c'est la démocratie citoyenne, la participation citoyenne. Dieu sait si on a entendu parler des outils de démocratie participative, notamment les lois expérimentales, etc. On a eu beaucoup d'études, de moyens juridiques, mais aussi d'études et de recherches sur ce que pouvait être une participation citoyenne pour que les citoyens s'impliquent dans la prise de décision. Et on voit que là, effectivement, cette participation citoyenne n'est pas du tout apparue dans comment dirais-je, la vision de la gestion de la pandémie. Il n'a même pas été question de cela. Hein. Voilà. Alors, la notion, c'est derrière, il y a la démocratie sanitaire, dont il était question dans un certain nombre de travaux, et l'idée de faire ce comité de liaison a été considérée donc comme un moindre mal, une possibilité. Alors, même le comité d'éthique consultatif national s'est auto-saisi en disant qu'il fallait absolument que, effectivement, on tienne compte de cette démocratie, de même l'éthique. L'éthique, j'ai cherché si le mot éthique apparaissait quelque part. Ben non, pas tellement.
Et même, je dis, certaines instances ont évoqué des problèmes de ce type, mais ça n'a pas vraiment été suivi des faits. Alors, une approche des situations à risque. Alors ça, c'était quelques éléments que je voulais donner, que je vous ai dit sur lesquels on était arrivé, une synthèse donc de Trusted in Action, le dernier contrat que Gilles avait piloté au niveau européen. Les objectifs communs, hein, c'était des participants du projet, c'était observer des communautés de personnes qui opèrent pour que l'être humain reste au cœur des débats plutôt que l'économie. Vous voyez, si on rapporte ça à la crise actuelle, on a sans arrêt parlé, essayé de balancer la crise sanitaire avec la crise économique au fur et à mesure des discours, faire un diagnostic sur les pratiques de gouvernance en Europe et former une masse critique de gens qui, à travers l'Europe, pourraient provoquer un changement. Le diagnostic sur le contexte de ces crises, c'était que le citoyen avait été oublié dans la prise de décision, perte de contrôle des acteurs locaux sur leur propre vie, et que la confiance dans les institutions et la loi s'était considérablement détériorée. Et le diagnostic sur l'expertise, bon, c'était que les experts officiels ne correspondent pas au vu des porteurs d'enjeux. C'est pas la même réalité. Et alors, sur les institutions, le droit et les politiques nationales et européennes, et c'est intéressant, je pense que dans la table ronde finale, on parlera du diagnostic sur le droit. Alors, donc, les politiques et les institutions nationales et européennes. Alors, donc, on se souvient d'une crise qui s'était passée à Brescia, et notamment à la suite des décisions qui avaient été prises. On avait vu discuter affaire, enfin, ça c'était Gilles nous a rapporté cette interview que j'avais trouvée très, très emblématique. Ils ont protégé ma santé, mais détruit ma vie. Voilà. Bon, en faute, on peut résumer avec vraiment des flashs comme ça, très de la vie ordinaire, qui sont extrêmement symboliquement et très très forts. Alors, sentiment de décision arbitraire. Alors, les méthodes de gestion par l'administration ne sont pas optimales. Elles ne prennent en compte aucun besoin d'innovation. Une autre idée aussi, nous ne pouvons compter juste sur des bénévoles ou sur des individus généreux pour gérer la crise. Ça me paraît intéressant parce que Dieu sait si le bénévolat a été consacré dans les 8 derniers mois, mais bon, avec quand même, on voit des effets notamment sur le personnel médical et la situation des hôpitaux qui n'a pas changé. Hein. Alors, on doit reconstruire la confiance nécessaire, mais le rôle des institutions, et puis les règles juridiques sont inadaptées, notamment en termes de seuil de dangerosité, etc. C'est les fameuses mesures dont on parlait, évaluer uniquement la question des mesures. Alors maintenant, je verrai un troisième point, l'émergence de la philosophie des communs dans la pandémie. Alors ça, c'est un peu, si vous voulez, ce que j'ai essayé de décrypter pour essayer de voir comme finalement la notion de commun pouvait, si la démocratie sanitaire n'avait pas vraiment brillé, mais en tout cas la notion de commun, peu à peu, commençait à s'imposer à travers les discours qu'on entend. Alors, bon, je le dire très clairement, l'État, notamment en France, est très réticent vis-à-vis des communs. Bon, je peux en rappeler notamment Barlow, qui est fondateur de l'Electronic Frontier Foundation, qui est en fait la première, qui était à l'origine en fait. C'est une association qui fonctionne toujours à San Francisco, et c'est elle qui a créé en fait, qui est à l'origine du web. Et dès le départ, Internet, qui est un beau commun, si on peut dire, c'est un bel exemple de commun, il a été un peu considéré comme devant éviter, pouvant se libérer de l'État. C'est clair. Donc, il y avait ce côté libertarien que personne ne nie, mais déjà, il y avait du côté de la société, essayer de considérer que les communs, on fait des communs pour échapper à l'État. Mais l'État, de son côté, notamment en France, alors là, c'est très intéressant sur cette histoire de notamment la loi Le Maire, où finalement les procédures ont été assez démocratiques, délibératives, mais finalement, après des débats très animés, notamment le samedi, les termes de commun que beaucoup de gens voulaient voir apparaître dans cette loi assez emblématique, eh bien, les termes de commun le terme de commun a été littéralement expurgé. Hein. C'est-à-dire qu'on voulait dire qu'il y avait des biens informationnels qui devaient être communs, partagés, et finalement, après passage au Conseil d'État, etc.,
il a été gardé la notion de commun informationnel. Il n'a pas été gardé le commun informationnel et il a été gardé bien public informationnel. On a préféré la notion de bien public à la notion de commun, ce qui n'est pas non plus un hasard. Et là, c'est quand même une grande déception pour beaucoup de gens. Le mot commun n'apparaissait pas dans cette loi, dans la loi sur la République numérique. Je voulais très vite montrer qu'il n'y avait pas eu de commun, enfin, quels sont les communs qui ont émergé donc de cette crise. Alors, les communs matériels, on ne va pas revenir sur la polémique des masques, mais vous savez très bien que finalement, dans la plupart des villages de France, les salles communales ont été réservées à des machines à coudre et à des femmes, la plupart du temps des femmes, des bouts de tissu. Et en fait, ce sont les villages qui ont fait les masques à un moment donné. Donc voilà, il y a un commun qui s'est imposé, extrêmement intéressant. Je vais continuer à aller plus loin. Mais la vraie question s'est posée avec donc la question du vaccin. Alors, le vaccin, pourquoi le vaccin? Eh bien, le vaccin fait partie de ces éléments du droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Et comme vous le savez, le mot propriété n'est pas un hasard. La propriété, en plus, signifie l'exclusivité en droit. Donc, employer le mot propriété, ça veut dire qu'à la limite, les créateurs ont effectivement l'exclusivité de la disposition de leur œuvre littéraire, s'il s'agit d'auteurs, mais aussi les inventeurs, le droit des brevets consacrent la même idée de propriété. Alors, donc, c'est bien de ça dont il s'agit. Je rappelle juste l'article concernant la propriété intellectuelle, parce qu'il s'agit bien d'un droit exclusif, et ça, c'est fondamental. Dès qu'on parle de propriété, on parle de droit exclusif. L'histoire des brevets, c'est pareil, hein, c'est un droit, il faut le consentement du titulaire absolument obligatoire. Le dépôt est de 20 ans. Hein, je vous signale que le droit d'auteur, c'est 70 ans, c'est pas mieux. Mais le dépôt est obligatoire alors que pas l'œuvre en matière de droit d'auteur et jusqu'à 20 ans. Et il y a un droit d'interdiction de l'exploitation par un tiers. Mais les œuvres peuvent être libérées, comme on dit, le mot libéré est utilisé exprès, par l'existence d'un domaine public qui commence à s'étendre, la notion de domaine public, avec l'open data dont on a entendu parler au niveau gouvernemental, et puis l'existence de licences libres à laquelle je suis particulièrement attachée, puisqu'on a essayé de développer toute cette idée au sein du CERSA. Alors, le grand événement, c'est un article qui est paru dans Welt am Sonntag, qui est un journal allemand. C'est la déclaration de Trump. Enfin, je m'excuse de reparler de ce mauvais souvenir, mais il a offert 1 milliard de dollars à la compagnie CureVac en Allemagne pour s'assurer que le vaccin serait uniquement pour les États-Unis. Et à ce moment-là, il y a eu 2 réactions extrêmement intéressantes du gouvernement allemand, le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, qui a dit que l'Allemagne n'était pas à vendre et qu'il n'en était pas question. Donc, là aussi, recul. Voilà. Enfin, donc c'était quand même le premier élément qui a un peu choqué tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les pays riches ont réservé la moitié des futures doses de vaccins. On est d'accord? Ça, c'était Oxfam, c'est une ONG qui a bien suivi tout ça. Et 1 milliard de doses ont été déjà préachetées par un groupe qui représente 13% de la population mondiale. Alors, ce qui veut dire que sur cette dynamique, donc les 2 tiers de la population n'auront pas d'accès avant 2022. Voilà. Donc, il y a un problème, surtout quand on sait que si tout le monde n'est pas vacciné, le principe de vaccination est assez atténué quand même. Alors, maintenant, les gens ont réfléchi à des formes, enfin, quels seraient les instruments qui pourraient permettre de franchir ces enclosures que représentent les brevets, qui sont un des éléments de la propriété intellectuelle. Alors, certains ont pensé que ça pouvait être géré par l'OMS. L'OMS pourrait mettre en commun la production, mais tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le rôle de l'OMS. Alors, je signale, oui, pas l'OMS, hein. Alors, d'autres licences, alors des licences qui seraient d'un nouveau type, qui seraient fair, reasonable and non-discriminatory. Donc, ça serait éventuellement une solution. La licence d'office, c'est-à-dire que, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des licences qui seraient imposées par les États? Donc là aussi, conflit, hein, il y a beaucoup de conflits dans cette crise, mais le conflit entre partager et rester compétitif, ça aussi, on a vu ça tant au niveau des États qu'au niveau des entreprises, etc. C'est le discours. Voilà. Alors, il y a quand même des précédents. Je voudrais juste vous parler de 2 précédents. Alors, le sida, vous le savez,
avant 2004, les antirétroviraux étaient protégés, donc et coûtaient 10 000 € par an. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus de la moitié de la population mondiale qui ne pouvait pas être soignée, hein. Et en 2004, l'Inde et l'Afrique du Sud ont réussi à avoir des licences justement qui permettaient d'étendre ce droit. Alors, la poliomyélite, c'est exactement la même chose, mais sauf que celui qui l'a inventé a dit que, vous voyez, il déclara, il n'y a pas de brevet, pourrait-on breveter le soleil? C'est intéressant. Donc, il a considéré que de toute façon, un tel bien étant tellement important qu'il ne doit pas être protégé. Alors, la logique des communs, vous relirez la littérature de Sylvain, qui est très intéressante. Tout le monde, je crois, au bout de 2 jours, sait ce que c'est que les communs, à peu près. Bon, alors, le vaccin contre la Covid-19, donc, est-ce que c'est un bien commun? Bon, alors, je veux pas aller dans le détail parce qu'on me demande de me taire. Bon, alors, le problème, c'est de savoir qui va gérer en fait, ce pool. Est-ce que ça va être au niveau des institutions internationales, comme je vous l'ai dit? Est-ce que c'est une collaboration entre États, une coalition entre États? Sanofi a été absolument terrible dans ce débat, mais c'est très intéressant parce qu'elle a revendiqué, cette entreprise, la liberté d'entreprise pour décider où et quand organiser l'accès au vaccin. Vous voyez quand même qu'il y a quand même une lutte très forte entre différents principes qui fondent nos démocraties, la liberté des entreprises et la performance financière, contre le bien commun, contre le bien public. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est absolument intéressant quand on voit tout. Vraiment, on peut voir dans les discours exactement ce qui était en jeu, hein. Alors, bien sûr, on dit que le marché régule, tout le monde connaît l'intérêt des libéraux pour le marché, bon, sauf que le marché, par définition, est déviant, et notamment par des monopoles, et on sait que les lois antitrust ne fonctionnent pas tellement, on l'a vu pour les GAFAM. Et le brevet, c'est 20 ans. Et souvent, les entreprises font des modifications mineures pour redévelopper encore un autre brevet, ce qui veut dire que c'est absolument, ça peut durer extrêmement longtemps. Alors, les mesures de pétrélage, qu'est-ce qu'il demande, lui? Il demande carrément, et je retiendrai cette idée, il voudrait organiser une session extraordinaire du tribunal Russell sur les crimes de guerre économique dans le domaine de la santé. C'est-à-dire mettre au même niveau les crimes de guerre, puisqu'on parle de guerre, allons jusqu'au bout, et le domaine de la santé pourrait être un élément intéressant. Ce serait des crimes contre l'humanité dans la prévention et le traitement de la pandémie, et vous voyez un peu jusqu'où on pourrait aller. Je pense que c'est assez excessif, mais je pense que ça vaut le coup d'y penser. Et je vais terminer en essayant de vous dire que finalement, il y a un autre modèle, c'est ce qu'on avait essayé de montrer dès le début, un autre modèle qui serait le modèle commun, du commun, ouvrir et partager. Et dans mon domaine, qui est le domaine scientifique, il y a l'open education qui est de plus en plus revalorisé, notamment en ces temps de de cours en ligne. Il y a aussi l'open access des publications scientifiques. Certaines revues ont été sous le coup de listes de scientifiques très actifs, d'ouvrir leurs publications pour permettre la circulation de tous les résultats scientifiques sur le Covid. Voilà, l'open data. Et puis alors l'open science, hein, c'est vraiment essayer de. Il y a des pays qui se sont alliés pour faire céder, comme je vous l'expliquais, Elsevier, Oxford University, Springer, etc., pour changer leurs pratiques en matière de commun de publication scientifique. Voilà.